Bayonetta, c'est un jeu qui prend tout ce que votre grand-mère déteste et le transforme en une chorégraphie divine d'explosions, de démons géants et de poses de mannequins en pleine apocalypse. Vous jouez une sorcière qui n'a pas de temps à perdre avec les normes de la gravité ou de la bienséance, armée de pistolets au talon et d'un cuir noir qui défie la modestie et la logique thermique. Ce jeu, c'est la fusion entre un défilé de mode de haute couture et un combat d'arène avec des anges en overdose de stéroïdes. Chaque mouvement de Bayonetta, c'est un doigt d'honneur à la physique classique et un poème à l'esthétique. Over the top. Vous invoquez des démons avec vos cheveux bordel. Pour marcher des boss gigantesques comme si c'était des chips. Mais ne vous y trompez pas. Sous la folie visuelle, Bayonetta exige des réflexes de ninja et une précision chirurgicale. Le système de combat est si fluide et si addictif qu'il ferait rougir n'importe quel autre jeu du genre. Et cette bande-son, jazz pop, en arrière-plan, c'est comme si une boîte de nuit de Tokyo avait fusionné avec le paradis. En résumé, Bayonetta c'est l'expérience ultime, pour ceux qui aiment la démesure, les combos impossibles et les personnages qui se moquent des conventions. C'est une lettre d'amour au chaos, avec un cachet de sorcière dessus. Plongez dans cet univers, exubérant et inoubliable, de Bayonetta. Talons pistolets, démons géants, combos spectaculaires sont au menu dans ce chef-d'œuvre du jeu vidéo, une critique déjantée pour un jeu qui ne l'est pas moins. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui fait pas de quartier, qui pardonne rien et qui t'apprend la vie à la dure. Ninja Gaiden 2. Si t'es du genre à pleurer quand tu rates un QTE dans un jeu narratif, autant te dire de suite, barre-toi. Ici, c'est le jeu vidéo en mode spartiate. Dès que tu lances le jeu, Ryu Hayabusa débarque comme si on avait volé son goûter. Pas de cinématique longue, pas de blabla, juste toi, ton katana, des ennemis qui veulent te découper en sushi. Et je te préviens, il y rigole zéro. Même les mobs de base sont plus agressifs qu'un chat enfermé dans une boîte. Les combats, assez simple, hein. Si t'appuies pas sur les bons boutons, tu meurs. Si t'hésites une demi-seconde, tu meurs. Si tu respires mal, tu meurs. C'est un vrai balai sanglant avec des combos de fous furieux, des démembrements à gogo, une caméra qui souvent décide de partir en vacances, mais bon, c'est ça aussi Ninja Gaiden, c'est une relation toxique entre toi et ton écran. Niveau arsenal, Noël avant l'heure. Tu commences, pépère, avec ton joli katana, mais très vite, tu récupères des armes assez pétées. Griffes de Wolverine, faute de la mort, shuriken explosif, parce que pourquoi pas. Le jeu te donne l'impression d'être un dieu du combat, jusqu'à ce qu'un boss te rappelle que t'es juste une petite chose fragile qui va aller mourir dans d'atroces souffrances. Et les boss, putain, parlons-en, ils sont gigantesques, hyper stylés, et surtout beaucoup trop violents. T'as même pas le temps de comprendre leur pattern que t'es déjà au menu du jour. Le pire, c'est que le jeu a cette tendance fâcheuse à remettre en pression en permanence, genre, t'as battu le boss? Cool. Prends 50 ninjas enragés dans la gueule derrière, direct. Et graphiquement, déjà à l'époque c'était une boucherie. Le sang il giclette partout, des animations fluides comme t'as jamais vu, et chaque coup donné a un vrai impact vraiment stylé, genre film de samouraï sous stéroïdes. Mais faut pas cligner des yeux, sinon t'as perdu 3 vies. Verdict, Ninja Gaiden 2, c'est pas pour les fragiles. C'est le genre de jeu qui te regarde droit dans les yeux et qui te demande est-ce que t'es prêt à souffrir. Si la réponse est oui, fonce. Sinon, retourne jouer à Animal Crossing et laisse les gens qui aiment ce genre de jeu s'amuser. Ninja Gaiden 2, j'ai fait un test qui va te déchiqueter. Aujourd'hui, on a plongé dans Ninja Gaiden 2. Ce jeu a la difficulté plus tranchante qu'un katana. Tu crois que t'es prêt à affronter des hordes de démons et des boss qui ont aucune pitié? Accroche-toi, parce que ce jeu, c'est vraiment pas pour les petites natures. Entre les combos ultra violents, les roulades millimétrées, les rages incompréhensibles et les ennemis qui spawnent partout. Ryu Hayabusa, le nom est dur, hein, n'a pas le temps de niaiser. D'ailleurs, c'est des gros morceaux d'un rappeur aussi, allez checker. Au programme, des combats ultra nerveux qui testent tous tes réflexes de ninja, des ennemis plus collants qu'un chewing-gum sous une semelle, des moments de pure frustration et de satisfaction ultime, une ambiance sombre, badass à souhait. Si t'es chaud pour souffrir avec classe, installe-toi bien et découvre Ninja Gaiden 2. C'est vraiment un jeu qui mérite sa réputation de jeu pour joueurs d'élite. Abonne-toi si tu veux plus de jeux hardcore et de tests déjantés. Alors Far Cry 3, c'est un peu l'histoire d'un mec qui part en vacances avec ses potes et qui au lieu de faire du jet ski, se retrouve à dealer avec des psychopathes armés jusqu'aux dents, des tatouages chelous, et un mec qui te parle de la définition de la folie entre deux meurtres. Bref, c'est un peu un club med de l'enfer. Dès le début, t'es là, posé, tranquillou, tu sirotes des cocktails et bam, t'es capturé par Vass, un psychopathe tellement charismatique qu'il pourrait vendre des NFT à ta grand-mère. Ce gars, il te regarde dans les yeux, il te sort un monologue sur la folie, et toi, tu sais déjà que t'es dans la merde jusqu'au cou. Mais t'inquiète, Jason Brody, le héros, a un charisme d'endive au début, puis se transforme en John Rambo sous stéroïdes. Le gameplay, une symphonie du chaos, simple, hein. Un arsenal digne d'un film de Michael Bay, flingue, arc, lance-flamme et même la fameuse machette pour découper du pirate comme un rôti du dimanche. Chaque baston, festival pyrotechnique où tu peux soit foncer comme un bourrin en hurlant lit, pécaille, soit la jouer infiltration et te prendre pour Sam Fisher en tongs. Sans oublier la chasse. Franchement, c'était nouveau à l'époque.
Tuer des pirates c'est cool, mais fabriquer un holster en peau de tapir, c'était incroyable dans Far Cry 3. La survie passe par des activités essentielles, tuer des requins, cueillir des plantes pour des potions dignes de Breaking Bad, et surtout l'essentiel, capturer des avant-postes à la chaîne pour devenir le boss de l'île. Graphisme et ambiance, l'île était paradisiaque. Ou pas, hein, mais graphiquement en tout cas le jeu s'envoyait du lourd, à l'époque. Dans tes couchers de soleil qui te font regretter de pas être un influenceur voyage ou les grottes sombres où t'as envie de voir Gollum, l'ambiance est top. Jungle vivante, animaux qui te sautent dessus sans prévenir, ennemis qui hurlent à la mort dans des explosions que même Hollywood n'oserait pas. L'histoire de survivants à la psychopathe plutôt. L'histoire c'est un grand 8 émotionnel, hein. Jason franchement passe du petit blanc-bec fragile à un gars qui sniffe de l'adrénaline à chaque point de l'île. Le pire c'est que le jeu te fait vraiment poser des questions sur qui est le vrai monstre quoi, toi ou eux. Entre les hallucinations cheloues, les choix moraux douteux, tu finis par te demander si t'es pas toi-même en train de perdre la boule. En résumé, c'est vraiment mémorable. Far Cry 3 c'est le jeu parfait pour ceux qui veulent une histoire qui claque. C'est peut-être mieux que le 1, sûrement mieux que le 2 et c'était aussi peut-être mieux que le 4, le 5 et le 6. Du fun en open world et surtout une bonne dose d'explosion, de folie, de tatouage mystique. Si t'as jamais joué à ce bijou, tu rates un truc. Note finale, j'aime bien des fois mettre une note, 17 sur 20. 17 sur 20, ouais, c'est pas mal. Vass, un méchant légendaire, une liberté de malade, un gameplay jouissif, les animaux qui t'attaquent au pire moment. Et toi, t'as déjà expérimenté la définition de la folie ? Bienvenue sur cette île. C'est peut-être pas la plus accueillante du monde, mais aujourd'hui on a plongé dans Far Cry 3, ce jeu où tu pars en vacances et où tu finis par repeindre la jungle avec des litres de sang. Entre explosions, tatouages, monologues de Vass qui te font douter de ta santé mentale, Far Cry 3 c'est un vrai guide de survie pour devenir le Rambo de tes rêves ou un mec paumé en short cargo. Des balles, des flammes, des champis douteux, des pirates avec le QI d'une huître, et bien sûr Vass, le mec qui a inventé la définition de la folie, rien qu'en existant. Alors Far Cry 3, ça a bien vieilli ou c'est juste une grosse nostalgie en HD? Laisse en commentaire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon Vass va te raconter une histoire encore. Shadow of the Colossus, le jeu où on te donne un cheval, une épée et une mission incroyablement vague. Tue des colosses, ça ira mieux après. Tu t'embarques dans un monde magnifique mais désolé, peuplé uniquement de géants silencieux et d'un dieu qui parle comme un DJ sous acide. Et toi, tu y crois. Parce que tout ce que tu veux, c'est sauver une fille qui ne t'a même pas demandé de faire tout ça. Sérieusement, elle a rien signé. Mais bon, l'amour, c'est comme ça. Tu passes des heures à galoper des plaines vides, juste pour trouver un colosse qui n'a rien demandé à personne. Ces créatures, c'est des œuvres d'art vivantes, des montagnes qui bougent. Mais toi, armé de ton couteau à beurre et de ta détermination, tu les escalades comme un fou. Et à chaque fois, tu les fais tomber. Tu te sens un peu coupable, parce que oui, au fond, ce jeu, c'est une gigantesque métaphore sur la destruction, la solitude, et probablement sur le fait de ne jamais ramasser un combat que tu ne comprends pas. Et la fin. Pas de spoiler. Mais disons que Shadow of the Colossus, c'est comme un cours de philosophie mélangé à un film d'auteur. Chaque colosse est une leçon, chaque victoire est une défaite. C'est un chef-d'œuvre qui te fait dire mais pourquoi je fais tout ça? Tout ça t'empêchant de te lâcher, tout ça en t'empêchant de lâcher ta manette, c'est fort. Bref, un classique intemporel, qui prouve que parfois, le plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est un jeu qui te met face à des géants, et à ta propre conscience. Dans ce chef-d'œuvre, intemporel, il est sorti sur PS2, PS3, PS4, peut-être même PS5, on explore la beauté de l'open world, la complexité de l'histoire, le sentiment étrange de vaincre des créatures qui n'ont rien demandé. Découvrez pourquoi ce jeu continue de captiver les joueurs, même des années après sa sortie. Entre combats épiques et moments de solitude, Shadow of the Colossus est bien plus qu'un jeu. C'est une vraie expérience. Fallout New Vegas, c'est plus qu'un jeu, c'est une claque en pleine figure, un miroir cassé où on ose à peine regarder. Dans cet univers de chaos et de violence, il y a quelque chose de terrifiant qui nous attire et qui nous dégoûte à la fois. Parce que New Vegas n'est pas un simple monde de science-fiction dévasté par les bombes, non, c'est une vision brutale, presque prophétique de ce qui arrive quand la civilisation s'effondre et que chacun révèle sa vraie nature. Ici, pas de super-héros, pas de sauveurs, juste des survivants, des manipulateurs, et devinez quoi, on se rend compte que c'est probablement ce que nous serions tous. Le jeu nous lance en pleine gueule des choix immoraux, et c'est peut-être là son génie. New Vegas nous laisse libres, et cette liberté révèle quelque chose de gênant. Que faisons-nous quand toutes les règles disparaissent, quand il n'y a plus de société pour nous contrôler? Qui devenons-nous quand tout est permis? On est face à des décisions qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, juste cruelles et inutiles. On aide des factions tout aussi corrompues les unes que les autres, on tue, on ment, on trahit. Pourquoi? Pour avancer, pour gagner quelques caps, pour survivre dans un monde où la survie n'a plus de sens. Et Las Vegas, cette ville de lumière au cœur des ténèbres, symbole du rêve américain qui refuse de mourir, même après l'apocalypse, parodie de ce que nous sommes devenus. Fallout New Vegas expose un monde où les pires côtés de l'humanité ne sont pas des exceptions, mais la norme.
Et le pire, c'est qu'on aime ça. Ce monde déchiré est peut-être ce qui nous attire parce qu'il montre nos véritables désirs, puissance, contrôle, satisfaction immédiate. Et en jouant, on se demande, est-ce vraiment de la fiction ? Imagine que tu lances un jeu Resident Evil, à quoi tu t'attends ? À des couloirs sombres, des munitions rares, des zombies terrifiants, une ambiance oppressante, un peu tout ça, bref tu t'attends à un survival horror. Mais à la place, le président des États-Unis se transforme en zombie, des explosions détruisent la ville entière et Léon S. Kennedy glisse sur le sol en tirant au ralenti, comme dans un film de Michael Bay. Bienvenue dans Resident Evil 6, le jeu le plus ambitieux, le plus controversé de toute la saga. Chef-d'œuvre incompris ? Catastrophe totale, un peu des deux. Aujourd'hui, je vais enfin répondre à cette question. Le contexte, Capcom voulait voir grand, très grand. En 2012, Resident Evil, RE, c'est déjà une légende. Les fans adorent Resident Evil 2, Resident Evil 4, les tests sont dispo sur ma chaîne bien sûr, mais après l'énorme succès de Resident Evil 4, vous l'avez tous vu, Capcom décide d'aller plus loin. Le but ? Créer le Resident Evil ultime, gigantesque, plusieurs campagnes, plusieurs héros et une histoire mondiale. L'histoire c'est 4 campagnes, 4 visions. Resident Evil 6 raconte 4 histoires différentes. Chaque campagne change complètement le gameplay. La campagne de Léon, dans la campagne de Léon S. Kennedy, on retrouve l'ambiance classique d'un Resident Evil. Zombies, ville sombre, mystère et honnêtement, c'est la campagne préférée des fans. D'ailleurs, je n'ai fait que celle-là moi dans le jeu. La campagne de Chris, ensuite. Là, ça devient presque un Call of avec zombies. Explosion, armes lourdes, soldats infectés, spectaculaire, mais très loin du survival horror. Et la campagne de Jack, Jack Muller, le fils d'Albert Wesker. Sa campagne mélange poursuite, combat au corps à corps, poursuite, action intense, un peu comme un jeu d'action pur, un peu plus classique pour la campagne de Jake. Et la campagne d'Ada, la mystérieuse Ada Wong, et un peu, voilà, olé olé. Sa campagne est plus orientée infiltration et mystère. Elle relie toutes les campagnes entre elles. En fait, pour le gameplay, pour vous parler simplement du gameplay de ce Resident Evil, c'est le plus complet. Resident Evil 6 possède un gameplay très riche, très niche. On peut tirer en courant, esquiver, glisser au sol, combattre au corps à corps. Pour l'époque, c'était très avancé. Mais il y a un problème. Le jeu explique très mal toutes ces différentes mécanique. Et pour le résultat, beaucoup de joueurs n'ont jamais utilisé la moitié des possibilités du gameplay. Si on le compare avec R4, c'est impossible de ne pas le comparer avec Resident Evil 4. Resident Evil 4 était simple, efficace, parfaitement rythmé. Resident Evil 6, lui, est gigantesque, complexe et souvent chaotique. C'est un jeu en fait trop ambitieux pour son propre bien. Le problème de ce jeu, c'est que Resident Evil 6 veut être trop de choses à la fois. Un survival horror, un shooter, un jeu d'action, un blockbuster hollywoodien, parfois ça marche, mais parfois c'est juste confus. Pourtant, le jeu a aussi de belles qualités. Malgré toutes ces critiques, Resident Evil 6 possède des points forts. Déjà, énormément de contenu, un gameplay très technique, un mode coop très fun, et surtout certaines scènes complètement spectaculaires, des faits intéressants aussi. Resident Evil 6 est un des jeux les plus chers jamais développés par Capcom. Le jeu a demandé des centaines d'heures de production, des centaines de développeurs, des années de production et un budget énorme. Capcom voulait vraiment créer le plus grand Resident Evil de tous les temps jamais fait. Et à la verdict, malheureusement, à sa sortie, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Resident Evil 6 a divisé les joueurs. Certains l'ont adoré, d'autres l'ont détesté, mais avec le recul, beaucoup de fans commencent à le réévaluer. Parce que malgré ses défauts, c'est un jeu unique dans la saga. Finalement, Resident Evil 6, c'est un peu comme une expérience folle. Un jeu qui voulait tout faire, tout montrer, tout exploser. Et même si ça ne fonctionne pas, c'est tout ce qui rend ce jeu extrêmement fascinant. Je sais pas quel est votre Resident Evil préféré, moi ça aurait tendance à être le 4 et le 1, j'aurais tendance à vous dire parce que c'est ceux que j'ai le plus joué. Le 6, j'ai pas eu suffisamment l'occasion d'y jouer, j'ai même pas eu l'occasion de le finir. J'ai fait la campagne de Léon, j'avais passé un très bon moment dessus, j'aimerais bien le finir un jour si j'ai le temps. Le 5, je l'avais fini et j'avais trouvé peut-être le 5 un peu moins fou. C'était vraiment à l'époque où j'ai fait Code Veronica X, allez voir celle sur Code Veronica, d'ailleurs vous êtes beaucoup à me donner de la force, Code Veronica, peu de gens ont parlé de Resident Evil Code Veronica, donc allez voir ça, c'est sur ma chaîne, force à tous, abonnez-vous, pouce bleu, et à très vite. Si la vidéo t'a plu, tu me laisses un like, tu me dis ton Resident Evil préféré en commentaire, et tu t'abonnes pour pas rater tous les autres tests.